Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier épisode des KSW Stories. Bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver depuis la salle de spectacle du centre Kensaro Wiwa. Alors j'ai la chance d'être entouré par Sarah Nossa, qui nous fait l'amitié de participer à cette aventure et qui m'a aidé à travailler sur cette interview, sur cette rencontre aujourd'hui, avec notre invité qui nous fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui, Rachid Santaki, écrivain, scénariste et organisateur et lecteur de grandes dictées, et donc avec qui on va aborder un peu son parcours. Mais tout d'abord, je voulais vous mettre un petit peu dans le contexte et vous expliquer un peu le pourquoi de ces KSW Stories. Vous précisez qu'on se trouve à Paris, plus précisément dans le 20e arrondissement, dans le quartier Père-Lachaise Réunion, un des secrets les mieux gardés de la capitale. Et voilà, nous sommes en direct du centre Paris-Anime Kensaro Wiwa, un centre de la ville de Paris, qui depuis ses débuts en 2014 est géré par une association qui est la Ligue de l'enseignement Fédération de Paris. Et donc, il me semblait important pour vous donner un peu le ton et les valeurs qui soutiennent un peu ce projet, de vous expliquer rapidement ce qu'est la Ligue de l'enseignement et cette association pour laquelle on travaille, puisque c'est aussi une longue histoire depuis sa fondation par le pédagogue Jean Massé en 1866. Pédagogue qui croyait que l'éducation était le moteur de la conscience citoyenne et qui tout au long de sa vie a œuvré pour l'éducation sous toutes ses formes. Et encore aujourd'hui, par le biais de ses nombreuses confédérations, la Ligue de l'enseignement contribue à défendre cette idée d'éducation par et avec les autres. Et également de tout ce qui est apprentissage en dehors des cadres traditionnels, avec l'idée que cela permette à chaque citoyen de se forger une conscience propre et d'avoir la possibilité ainsi d'agir et de comprendre le monde qui l'entoure et de s'y employer de manière individuelle et collective. Et il me semblait aussi important de mentionner un peu cette histoire d'éducation populaire dans laquelle ce mouvement, cette association laïque et la Ligue de l'enseignement s'inscrit depuis la fin du 19e, les débuts du 20e siècle. Et également, puisque la ville de Paris a choisi d'appeler ce centre Kensaro Wiwa, c'est quand même l'occasion de lui rendre hommage, puisque Kensaro Wiwa, sachez qu'il était membre du peuple Ogoni, qui est une minorité ethnique du delta du Niger, et que dans les années 50, ils se sont élevés contre Shell, la compagnie pétrolière, qui a trouvé sur leur territoire des gisements qu'ils ont exploités, mais dont l'extraction a entraîné la destruction progressive de tout l'environnement du peuple Ogoni, qui s'est soulevé, qui a manifesté. Kensaro a créé un mouvement non violent pour lutter contre cela, la destruction de leur territoire, ce qui lui a valu d'être emprisonné, puis pendu, et son peuple réprimé dans le sang par la junte militaire en place au Nigeria à cette époque, dans les années 50-60. Donc ça me semblait important pour vous donner un peu le ton de ce qui nous porte au centre Kensaro Wiwa et avec mes acolytes du jour. Je suis ravi d'être là donc au centre Kensaro, et d'autant plus que c'est avec l'association QG Prod, une association de jeunes issus pour partie du quartier, qu'on est là, qu'on se retrouve dans la salle et qui nous également nous soutiennent en enregistrant ce podcast. Donc voilà, cette petite parenthèse d'introduction étant faite sur Kensaro Wiwa, sur la Ligue de l'enseignement. Je voudrais signaler aujourd'hui ce centre est né en sortie de terre en 2014, on est en 2024, donc on fête cette saison la 10e année du centre Kensaro Wiwa. Et donc qui se décline un peu tout au long du mois de novembre par tout un tas d'événements, que ce soit des conférences, cette rencontre podcast, des concerts, des shows de danse. On sort tout juste d'un bal hip-hop samedi dernier qui a réuni les familles du quartier qui a été vraiment un vrai moment de partage et dans la musique et tout ça. Donc on est très heureux.
Voilà, des 10 ans au service de l'arrondissement, de ses habitants, mais aussi des valeurs d'éducation populaire qu'on porte, et aussi de celle du hip-hop, qui est un peu une des identités fortes de ce centre. Le hip-hop, pourquoi ? Parce que c'est un centre qui, depuis 10 ans, voit sa façade chaque trimestre entreprise par un graffeur de renom, sélectionné par l'association Artazoy, avec laquelle on a un partenariat depuis une décennie maintenant. Hip-hop par le biais de tous ces artistes qu'on côtoie au quotidien et qui, tout au long de ce mois de novembre, de Fanny Poli à Lynx IRL, à FaZe, sans parler des graffeurs Karim Lehache, Toupi, Harmonie Namasté, Arnaud Liard, dont on a fait le vernissage encore la semaine dernière. Tout cela contribue à cette identité et aux valeurs qu'on essaie de défendre aussi, celle du hip-hop. Et pour terminer, par la présence dans notre équipe permanente de quelqu'un qu'on appelle ici affectueusement la légende. Voilà, un homme discret, un homme de l'ombre, mais pour qui le cœur du hip-hop bat encore très fort. C'est un beatmaker parmi les plus célèbres des années 2000. Voilà, qui a travaillé avec des artistes de renom. On peut mentionner Rof, on peut mentionner Diams, on peut mentionner Troisième Œil, entre autres. Et cet homme, c'est Saïd Desmureaux. Voilà. Et qui est l'instigateur de ce projet. Je tenais quelque part à rendre à César ce qui appartient à César. C'est lui et toute l'équipe qui avons eu envie de nous lancer dans cette aventure, et profiter aussi du réseau de Saïd, qui pendant sa longue carrière a eu plein de rencontres, que ce soit dans le milieu du hip-hop ou ailleurs. Et c'est par ce biais, donc par l'entremise de Saïd, que nous recevons aujourd'hui. Désolé pour cette longue introduction, mais Rachid Santaki. Et du coup, voilà, c'était de présenter Saïd, c'était aussi l'occasion d'évoquer aussi peut-être une des premières parties de ton parcours, qui a notamment un lien avec la culture hip-hop, puisqu'on peut évoquer du coup le fait que tu as été le créateur d'un fanzine qui s'appelait Five Style, une aventure de près de 8 ans. Voilà, qui t'a amené du coup à côtoyer du beau monde dans le milieu du hip-hop, et du coup sans doute qui a pavé un peu ta route pour les années à venir. Et du coup j'avais envie de commencer un peu par ça, par un côté cette période un peu hip-hop de ton parcours, et peut-être te demander, puisque Saïd me l'a évoqué, si tu te souviens de cette première rencontre avec notre légende. Oui, alors tout d'abord bonjour Sam. Bonjour Sarah, merci pour cette invitation. Et pour le coup, c'est vrai que sur l'introduction, il y avait pas mal de choses qui me faisaient réagir, mais j'ai essayé de ne pas te couper dans ton élan. Et ma première rencontre avec Saïd, c'était bien avant le magazine, c'est dans les années 2000-2001. Je le voyais souvent en studio chez Sony Music, avenue de Wagram. Je crois que c'est au 150 et quelques, mais il doit se souvenir de cette adresse. Et donc, je voyais quelqu'un de travailleur, concentré, humble aussi, et vraiment il avait déjà cette rigueur un peu lors de l'installation. On retrouve ses sapates, c'est quelqu'un d'exigeant. Donc ça a été la première rencontre, et après on a tissé des liens de par la culture hip-hop, nos intérêts, nos origines, et puis une amitié est née. Effectivement, on a eu l'occasion de se voir cet été pour évoquer ce projet. Donc, merci à vous pour cette invitation. Écoute, on est ravis de t'accueillir. Est-ce que... justement, un peu cette aventure un peu Five Style, est-ce que tu peux nous la conter un petit peu ? Est-ce que c'était pour toi justement un moyen à la fois de rendre hommage à une culture hip-hop qui visiblement a eu de l'importance pour toi, mais aussi un petit peu ce côté journaliste, un petit peu qui vraisemblablement aussi a été important dans ton parcours. Est-ce que c'était un moyen un peu de joindre un peu ces deux intérêts ? Je pense que la démarche du magazine, elle rejoint peut-être celle des protagonistes de... C'est bien QG Prod, hein, c'est bien ça ? QG Prod, voilà. tout à fait, ouais. C'était de mener une action. Et cette action, c'était de monter un magazine, un fanzine. Et donc, le projet, il est né en réalité, il est né en 2000. C'était une première version, c'était hiphop.fr. Ensuite, forcément, on a commencé en groupe. Et quand on commence en groupe, il y a forcément des tensions, des envies différentes les uns les autres. Et cette initiative, en tout cas d'hiphop.fr, c'est un ami, Hicham Ofri,
Je tiens à lui rendre, en tout cas, ce qui appartient à César, rendre ce qui appartient à César. L'initiateur de ce premier projet qui m'a amené à monter un magazine par la suite. Et ce magazine, oui, c'était forcément, à l'époque, j'avais à peine 30 ans. À 30 ans, bah, t'as toujours une envie de rendre hommage à ta culture. Et la culture hip-hop, c'est quelque chose qui est né dans les années 80. Et je pense qu'il a bercé beaucoup de gens de ma génération et des autres générations. Donc au départ, ce magazine, c'était de se dire, bah, tiens, l'idée, c'est de mettre en avant des gens, des acteurs. Mais la culture hip-hop, à cette époque, déjà, ma vision, elle était assez large. Elle était assez large car je pense à Get Busy avec Cher, qui lui était un acteur hip-hop, avait monté une revue qui s'appelait Get Busy et d'autres aussi. Il avait monté Authentique pour NTM pour leur tournée, donc le groupe de Cool Chain et Joey Star. Et moi, j'arrivais en 2003 déjà avec un prisme un peu plus large que la culture hip-hop. Et donc, cette aventure, elle m'a permis d'abord d'entreprendre. Et donc, entreprendre, qu'est-ce que concrètement ça signifie? C'est de monter un magazine, pouvoir le diffuser, passer sur un travail de maquette avec du contenu, l'iconographie. Donc, j'ai appris sur le tas. J'ai appris aussi la ligne éditoriale et je me suis formé. C'est une aventure qui a duré 8 ans. Et je pense qu'arrivé les dernières années, je pense que j'avais acquis beaucoup d'expérience et de compétences. Mais au départ, c'était de l'improvisation. C'était, pour être familier des gamelles, c'est incroyable. Donc, c'était une aventure de jeunes, même si 30 ans, ça paraît pas forcément jeune, mais j'avais commencé à 27 ans précisément. Et c'était une aventure incroyable, mais une aventure d'entrepreneur avec comme leitmotiv la culture hip-hop. Et donc, l'enjeu ou la quête dans ce projet, c'était de sortir un magazine à 50 000 exemplaires tous les mois, financé par la publicité et qui parle de culture hip-hop et avec un prisme, comme je le disais tout à l'heure, assez large. Donc, c'était là, quand on en parle, je l'ai occulté, mais ce sont 8 années incroyables, en fait. Incroyables en péripéties, en rencontres, en désillusions, en réussites. Voilà, je ne sais pas si je fais du Vandame, je dis souvent c'est flou, mais c'était une expérience entrepreneuriale hyper riche et structurante. Et je dirais que ça a été une deuxième partie de ma vie, puisque avant de faire ça, bah, j'ai une scolarité un peu compliquée. J'ai arrêté l'école avec un niveau bac pro. J'ai eu des petits boulots, puis j'étais éducateur sportif. Et finalement, cette aventure du magazine, elle m'a permis de combler ce que je n'avais pas eu à l'école. La légitimité, l'expérience, les sensations aussi de mener un projet. Donc voilà un peu l'expérience. Et effectivement, le hip-hop, c'était le leitmotiv, en tout cas ce qui faisait rayonner, ce qui motivait, au-delà des enjeux aussi assez pragmatiques de pouvoir publier un magazine. Mais je crois que ça touchait plusieurs générations. Et après, aujourd'hui, j'ai un autre regard sur la culture hip-hop. Et pour revenir un peu à cette première structuration autour du magazine, c'était un petit peu sous quelle forme? Est-ce que tu as commencé par créer une association? Comment ça s'est fait? Alors non, je suis rentré directement dans le monde de l'entreprise avec une SARL de presse, avec un capital de 300 €, ce qui était minime. Donc au départ, c'était une enseigne de restauration rapide dans laquelle on faisait nos rendez-vous toute la journée. Donc, tout le monde défilait, on cherchait un maquettiste, des gens pour coécrire. Ensuite, ça se faisait au gré des rencontres. Et puis après, pareil, pour avoir des têtes d'affiche, soit on passait par les relations presse. Donc non, au départ, c'était de l'improvisation. Et je crois que 2 ans après la création du projet, et de la SARL de presse, j'ai commencé à rentrer dans tout ce qui est pépinière d'entreprise et me structurer, avoir de plus en plus de visibilité. Et j'arrivais avec... à l'époque, j'étais, je pense, précurseur dans tout ce qui était gratuit, même si les fanzines existaient, parce que j'avais la prétention d'avoir un tirage à 50 000 exemplaires en national par des canaux qui étaient la FNAC, j'avais commencé par Madin Sport, mais ensuite chez Courir. Donc j'avais une ambition un peu d'entrepreneur qui voyait les choses en grand, même si c'était très artisanal en réalité. Ouais. Donc voilà, SARL de presse. Et après, bah forcément, qui dit SARL dit charge et essayer de les assumer en plus de mener le projet. Et du coup, il y avait une vraie volonté du coup de le diffuser de façon gratuite, ce fanzine. Oui. Ouais. Oui. Bah, pour le coup, de toute façon, je partais mon postulat était le suivant.
tu avais à peu près, je pense, une dizaine de titres payants. Une dizaine de titres payants avec des groupes de presse derrière. Donc, qui pouvaient aussi bien éditer une revue sur de la moto, de la voiture, du sport. Et tu avais la revue, justement, hip-hop. Pour certains, pour la plupart. Et face à un groupe de presse, si tu arrives avec un titre payant en kiosque alors que tu es en train de te former, c'est un peu te tirer une balle dans le pied. Donc, la gratuité, c'était aussi un moyen de se former sans être bousculé et en évitant la concurrence. Après, forcément, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de spéculation autour de qui est derrière ce magazine. Comme j'avais aussi une vision assez pro, avec un logo, avec des réseaux que j'activais assez facilement, mais de par la volonté, de par la curiosité, la facilité aussi de me mélanger ou à rencontrer ou à impliquer les gens, bah forcément, on imaginait que c'était un groupe qui était derrière, alors que pas du tout. Je le voyais dans l'ours, une SARL de presse. Donc non, les ambitions, c'était d'avoir une diffusion, mais la diffusion, elle était aussi stratégique, de dire que tu es à la FNAC, bah, tu es prescripteur par rapport à la musique, et l'enseigne de tout ce qui va être lié au sport, c'était aussi toucher des sponsors potentiels. Après, nos deux publics, qui étaient les 15-25, étaient des usagers de ces deux structures. Donc tu vois, il y avait à la fois de la stratégie, plutôt sur la viabilité du projet, la gratuité, donc forcément les mécènes, ou en tout cas les annonceurs, et de l'autre côté, permettre aussi au public d'associer tout de suite le support à des enseignes reconnues. Et est-ce que de cette période, tu gardes en tête des rencontres avec des acteurs un peu de ce milieu culturel qui t'ont particulièrement marqué ou avec lesquels, du coup, tu as tissé des liens depuis, qui ont pavé un peu aussi qui ont aidé à ta réflexion sur la société? Est-ce que tu as quelques souvenirs comme ça, dont tu te souviens plus que d'autres? Forcément, tu vas tisser des liens avec des gens avec qui vous partagez la même vision. Bah, tout à l'heure, tu citais Saïd, clairement, parce que Saïd, c'est un homme de l'ombre, c'est quelqu'un de humble, mais tu sais, quand on parle d'humilité, on imagine forcément quelqu'un entre l'exposition et une personnalité qui va se mettre en retrait. Pas du tout. En fait, l'humilité, c'est aussi l'écoute et pas identifier les gens par rapport à leur statut ou leur visibilité. Donc, tu avais Saïd, il y a Oxmo Puccino aussi, Princesse Agnès, et d'autres artistes. Je pense aussi à DJ Gel, la dernière fois on en parlait. Donc tu as des gens avec qui on a partagé un bout de chemin. Je pense à Soprano aussi. Soprano à l'époque, il me disait je veux rencontrer Drogba, je veux faire l'affiche de ton magazine, et mets-moi avec Drogba. Et c'était devenu une chambrette même limite. Donc tu as des gens humainement qui correspondent à ce qu'on peut voir d'eux, ou alors leur attitude, leur vision. Mais après, chacun fait son chemin en réalité. Tu sais, ça a été des rencontres dans un contexte, à un instant, et après, chacun avance et évolue. Maintenant, je pense que quand tu rencontres des gens que tu as connus à un moment, tu es ravi de les revoir parce que tu vas te souvenir forcément comme un vieux camarade de classe avec qui tu étais en bon terme, ou tu as partagé la même classe, les mêmes enseignants. Bah, tu vas te rappeler des bons souvenirs, et c'est un petit peu ça. Après, aujourd'hui, j'ai 50 ans, et mine de rien, ça fait déjà 20 ans. Et c'est de l'eau à couler sous les ponts. Ce qui se passe, par exemple, pour répondre concrètement à ce que tu dis, je pense à William Edar. William Edar, c'était le directeur du label 118 Rec. Et donc, il a produit pas mal de gens. Et William habite Saint-Denis, j'habite Saint-Denis. Et quand on s'est revus il y a pratiquement 10 ans, moins de 10 ans, je dirais, lui a vu l'évolution, puis il a dicté notamment, on était ravis d'échanger, il y a beaucoup de respect. Donc, je pense pas que tu gardes des liens parce que tu vas changer d'environnement, mais il y a je pense, un respect. Puis on était finalement sur le même bateau. Le bateau de la culture hip-hop, de la musique, générationnelle aussi, quel que soit l'âge aussi. Donc, tu vois, c'est ça aussi la force de la culture hip-hop, c'est qu'on a partagé des choses et que ça nous permet d'avoir quelque chose d'essentiel, des souvenirs et des valeurs. Est-ce que c'est aussi ces souvenirs et ces valeurs qui, petit à petit, t'ont donné envie de passer de l'exercice un peu journalistique au travail d'écrivain? Est-ce que du coup, un peu toutes ces expériences ont contribué à te donner envie à ce qui allait devenir par la suite une seconde partie de ta carrière, l'écriture de polar, avec souvent en toile de fond les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis?
et avec, on a pu le remarquer aussi en début de carrière, parfois des méthodes de promotion qui pouvaient se rapprocher un peu de ce qu'on appelait le street marketing, avec des clips en lien avec tes romans, comme des chiffres et des litres. On se souvient de la collaboration avec Mac Taylor. On se souvient aussi de courts-métrages qui ont été réalisés pour teaser un peu tes romans. Et donc, il y a cette espèce de jonction à un moment dans ta carrière entre cette culture hip-hop, cette façon de faire un peu de faire sa promotion, et tout en passant un exercice littéraire, et avec dans un monde sans doute très différent, celui du monde du hip-hop. Est-ce que c'était une transition finalement naturelle au vu de ces expériences dont on parle? Ouais, je suis obligé de... Il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai tissé des liens, et tu as cité Mac Taylor et je ne l'ai pas cité. Et Mac Taylor, je pense que dans la partie auteur-romancier, c'est quelqu'un qui a joué un rôle qui m'a soutenu, qui a toujours été bienveillant. On a un vrai respect, une vraie amitié, et tu vois, il fait partie aussi de ces belles rencontres. Et pourtant, lui se souvient comment on s'est rencontrés. Je crois qu'au début, c'était pas du tout cette connexion. Et voilà, et on a plein de gens en commun. Et aujourd'hui, on a tissé des liens. Donc, c'est vrai que je l'ai pas cité. Et il fait partie de ces rencontres incroyables. Et on a beaucoup de choses en commun. Donc, tu citais la transition par rapport au magazine et au roman. Et il fait partie de ces acteurs qui m'ont toujours soutenu, et pour qui j'ai un profond respect et une reconnaissance, une amitié. Donc voilà, tu sais, en t'écoutant sur la partie magazine et ensuite polar, je dirais, avec mon regard d'adulte, comme on se le disait tout à l'heure avant d'enregistrer, en fait, je me suis soigné. Et quand je dis je me suis soigné, je pars d'un contexte. Là, pareil, je vais te parler avec un regard d'adulte, de parents. Je suis arrivé donc je suis né à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. J'ai été, dès mon plus jeune âge, envoyé au Maroc. Et ma scolarité, tout à l'heure, je l'ai précisé. Je pense que j'ai eu l'amour de la langue française, et je reviendrai là-dessus sans être dans la caricature et de faire du Cyrano, par mon père. Et finalement, j'avais un contexte familial compliqué. Ça m'a amené à être un peu en difficulté à l'école, non pas parce que j'avais pas les facultés pour être bon, mais le contexte familial, la pression était telle que ça impactait ma scolarité. Et finalement, quand j'ai monté ce magazine, après avoir eu des petits boulots et avoir été éducateur sportif, à chaque étape, je me suis posé la question de savoir ce que je souhaitais faire réellement. Quand j'ai fait ce magazine, je me suis retrouvé emporté dans un truc une dynamique, la culture hip-hop, NTM, le monde de demain, on est tous ensemble, on va réaliser quelque chose. Et moi, j'ai ce petit côté libéral déjà, un peu capitaliste, comment je vais monétiser? À l'époque, en 2003. Arrivé au bout de ce projet, en tout cas les 2 dernières années, je me pose une question. Ok, je me suis embarqué dans ce truc, j'ai plein de ressources, je suis capable de publier un magazine à 50 000 exemplaires, d'aller trouver les annonceurs, les diffuseurs. J'ai développé des compétences et j'ai des ressources. Mais en réalité, quel était le souhait que j'avais quand j'étais petit? Et je me suis vraiment posé cette question, arrivé à la fin du magazine. J'étais acculé, c'était un support indépendant, donc je voyais la motivation n'était plus là. Et un jour, ma réflexion, elle a mûri. Je me suis dit, en fait, en réalité, je me souviens quand j'avais 10 piges, je voulais écrire. J'écrivais aux éditions Luc des courriers où je disais, j'étais pas d'accord sur la fin de tel personnage, etc. Et si tu regardes les Luc, t'as le courrier des lecteurs. Et des oufs qui disent, ouais, mais Spider-Man, je comprends pas, c'est quoi cette incohérence, Iron Man, etc., etc. Et moi, je préparais des courriers comme ça. Et à un moment, j'ai commencé très jeune à refaire la fin, notamment Iron Man. Je me rappelle du Diable en bouteille d'une série, en tout cas d'un épisode où Tony Stark qui devenait alcoolique et tout, et ça résonnait avec mon contexte familial. Et pour le coup, j'écrivais les histoires. Et je me suis dit, en réalité, ce que j'avais envie de faire, j'ai envie d'écrire, en fait, j'ai envie d'être scénariste. Et pour être scénariste, j'ai pas fait d'école, etc. Va falloir que je fasse mes propres diplômes. Et pour faire mes propres diplômes, mes classes en tout cas, ça va être le polar. Et c'est comme ça que je suis arrivé avec le polar. Et en arrivant, en me disant, tiens, je vais arriver le polar. Qu'est-ce que j'ai comme matière? J'ai la Seine-Saint-Denis. J'ai plein d'histoires incroyables à imaginer. On peut partir sur de la fiction, mais je voulais quand même faire du réalisme. Et derrière, en plus, j'ai des outils de promo. J'ai fait 8 ans de presse.
Donc, j'étais à moins de 8 ans de presse. Mais pour le coup, je vais aller dans cette direction. Et c'est comme ça que j'ai fait la jonction. Et pour être même précis, pour te donner... et Saïd, ça va lui parler quand il va écouter ce podcast. C'est qu'en fait, il y avait une personne qui s'appelait Mokhtar Gassem, qui est le fondateur de Bulrot. Et on s'est côtoyé à un moment, il était question de faire grossir le magazine. Et lui avait travaillé sur un des volets de Taxi. Il avait fait une des bandes son, je crois qu'il avait c'était un double album, la bande originale du film. Et on a eu l'occasion de côtoyer EuropaCorp. Et quand on a été chez EuropaCorp, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire, en fait, je veux être scénariste. Et c'est précisément de la rencontre avec Mokhtar, de l'avoir côtoyé dans les coulisses de la construction, de la BO, de voir un peu l'environnement audiovisuel et notamment une boîte de prod, que je me suis dit, c'est vraiment, je suis fait pour ce truc. Pour le coup, je pensais, mais ce n'est pas le cas encore une fois, parce que j'ai atterri autre part. Et c'est ce qui m'a amené à faire des polars, à déployer toutes ces ressources. Finalement, c'était des histoires. C'est utiliser la littérature pour entendre et voir, tout simplement. Et l'objectif derrière les polars, c'était d'aller vers l'audiovisuel. Donc effectivement, comment on appelle ça, je perds mes mots, mais pour le coup, cette orientation, elle était voulue, l'étape polar, pour aller vers le scénario. D'accord. Et quand je suis arrivé, pour l'anecdote, je me suis dit, je vais juste sortir. J'avais fait un premier ouvrage qui n'était pas structuré, qui ne devait même pas être publié, qui s'appelait La petite cité dans la prairie, qui était simplement des mémoires, mais pas du tout structuré, qui derrière ont donné lieu à un autre ouvrage qui s'appelle Les Anges Sabi en Caïra. Et quand je suis arrivé avec Les Anges Sabi en Caïra, c'est l'époque de La Commune, qui avait été produit par Canal+, une série écrite par Abdelraouf Dafri. C'est Un prophète qui sort au cinéma. C'est la série Engrenage sur Canal. C'est toute cette époque-là où je me dis, en fait, je vais arriver avec la même chose, mais sauf que ça va être du produit 93, Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est l'étape qui m'amène à me projeter en tant que scénariste. Les Anges Sabi en Caïra, je me dis, et je me souviens avec arrogance à l'époque, je dis, ouais, non, c'est mon seul polar, de toute façon, derrière, je vais faire du cinéma et tout. Mais finalement, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages. Okay. Donc voilà l'étape. Voilà. Passionnant. Mais pour la suite un peu de ton parcours, je vais laisser aussi Sarah t'interroger un petit peu. Bah ouais, du coup déjà Five Styles, c'est hyper riche, c'est hyper dense en fait. Oui. Et quand nous on s'est renseigné beaucoup sur toi avant pour la préparation de ce podcast, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est vraiment en fait tout ce que tu as fait. Il y a la diversité des milieux et des métiers. Donc, tu es auteur, journaliste, scénariste, entrepreneur, organisateur de dictées géantes. Tu as été éducateur sportif de boxe thaïlandaise, donc fondateur du magazine Five Styles. Tu as écrit du coup plus d'une quinzaine de romans, dont certains ont eu des prix. Et même dans les médias, ça va on t'appelle Monsieur Dicté jusqu'à j'ai vu le Victor Hugo du Ghetto. Et du coup, on voit que c'est plusieurs briques qui ont... Enfin, brique après brique, tu vas quelque part vers, du coup, actuellement, la dictée, qui est ton activité principale. Et du coup, on voulait savoir, selon toi, c'est quoi le fil conducteur, en fait, à travers tous ces projets qui t'a amené qui tu es aujourd'hui, mais surtout à tes projets actuels? En fait, c'est assez surprenant. Là, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure à Sam, le regard que j'ai aujourd'hui, c'est pas le regard du mec de 30, 35, 40 ans. C'est 50 ans. Et j'insiste pas l'âge, j'ai pas de problème avec l'âge, même si ça passe très vite, il faut profiter de la vie, et intelligemment, évidemment. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai fait avant, j'allais dans tous les sens, en ayant en réalité un fil rouge sans le savoir. Tout à l'heure, j'ai parlé je me réparais, je me soignais. Je me soignais parce que finalement, on a eu au sein de ma famille un contexte difficile, mais surtout, moi, j'ai perdu mon frère quand j'avais 18 ans, un frère de 17 ans. Et quand je regarde tout ce que j'ai fait, en réalité, et une fois, j'avais fait un entretien comme ça où je disais, je vivais pour deux. Donc, toute cette énergie, toute cette productivité, elle vient du fait que, en moi, je pense qu'on était deux et que je faisais plein de choses comme si c'était une forme de... Il y avait un instinct de produire pour faire. Tu vois, c'est pas de la survie, c'est à l'inverse, tu vois. C'est d'être exubérant. Et j'ai produit beaucoup de choses parce que finalement, j'avais cette énergie et j'avais besoin de l'évacuer, j'avais besoin de l'exprimer. Donc, je pense qu'au départ, au fond,
j'ai l'écriture, parce que l'écriture, je reviendrai là-dessus, parce que je sais qu'on va l'aborder un peu plus, on va l'aborder justement par rapport à la dictée, mais j'avais l'écriture et cette manière, cet entrepreneuriat en moi depuis que j'étais petit, avec cette envie d'être scénariste, et je l'ai exprimé à fond, donc pendant tout ce temps. Et c'est ça, en fait, je pense que mon carburant, c'était par rapport au décès de mon frère. En fait, finalement, pendant 10 ans aussi, il y a eu un élément, c'est que quand il est décédé de mes 18 ans à mes 27 ans, je suis là, je suis plutôt... je suis pas forcément actif. Et dès que, je sais pas, il s'est passé un truc, j'ai réactivé quelque chose en moi. Et à partir de là, c'est comme si je voulais rattraper les 10 ans et aussi pour 2. Donc, c'est ça un peu l'essence, parce que tu peux pas avoir une énergie, tu peux pas avoir autant la pêche. Et tu sais, je me réveille à 4 heures du matin, j'ai la pêche, je travaille jusqu'à 22h, 23h. Et c'est pas des, je dirais, ce ne sont pas des ressources normales. Donc forcément, il y a quelque chose derrière. Et ça a été ça le moteur. Après, encore une fois, ça, je te le dis avec mon regard actuel, mais pas à l'époque. Je cours dans tous les sens et je ne me pose aucune question. Et je fais. Et surtout aussi, tout à l'heure, Sam, tu parlais du projet. T'as quand même, quand tu fais quel que soit un projet, t'as des freins. T'as des freins où tu vas avoir des péripéties. Et j'ai eu plein de péripéties. Et en faisant, mon enjeu, c'était pas de me poser la question pour quelle raison je fais tout ça. C'était, je vais avoir encore une péripétie, action-réaction, il faut trouver une solution. Donc c'est vrai que j'ai, pendant, à chaque fois c'est des décennies, et ben j'ai été très productif. Ouais, mais tu vois, c'est limite, là je te le dis, productif, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça, moi quand je le vois, c'est... Quand tu cites tout ça, je me dis, ah ouais, j'allais vraiment dans tous les sens. Ouais. Même toi, tu crois pas. Ouais, je recule, je dis, ah ouais, d'accord. Ouais, on peut du coup un peu se concentrer sur la dictée, j'avoue, parce que c'est un truc super important dans ta vie. Ça fait maintenant 10 ans que tu es à peu près dans ce projet. Oui, exactement, un peu plus de 10 ans. 11 ans, 2013, effectivement. Ouais, voilà, ok. Et ce qui nous intéressait, c'était vraiment ce rapport aussi avec l'éducation populaire, chère au centre Kensaro Wiwa. On voit que tu t'interviens auprès d'un public très varié, de la dictée des cités, du coup, dans des quartiers populaires, mais plus généralement auprès des jeunes, des moins jeunes, auprès d'EHPAD, d'entreprises, de centres pénitentiaires. Sciences Po aussi. Sciences Po. Tu vois, donc c'est drôle. Ouais, non, c'est fou. Et tu lisais même la dictée sur France Culture. Exactement. Donc, avec la dictée des géantes, tu lis plus que des classiques de la littérature française, mais tu fais participer les habitants. Exactement. Pour imaginer les textes que tu vas dicter. Oui. Et du coup, tu mets des ateliers d'écriture en place pour ça. Est-ce que tu peux nous dire plus concrètement comment, par ton projet, quels outils tu mets en place pour la réparation sociale, pour le lien social voilà. D'accord. Pour le coup, si tu veux, au départ, je vais te donner quand même des éléments qui sont importants. Au départ, quand je monte la dictée des cités, je le fais avec un acteur associatif qui s'appelle Abdel Aboudour, qui aujourd'hui fait la dictée pour tous. Donc, la dictée pour tous, c'est la continuité de la dictée des cités, où effectivement, on ramène un classique de la littérature et on commence ça. Alors, au préalable, bien avant, j'avais lu une dictée à Clichy-sous-Bois. Lui, il voit que je lis une dictée, il vient me voir, il lisait mes romans, il me dit, vas-y, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse quelque chose? Il est acteur associatif, je me dis, ok, c'est bien, on va co-construire quelque chose, mais j'avais déjà mes activités en parallèle. Et quand on lance la dictée des cités, c'est au départ, c'est un malentendu. Quand je dis c'est un malentendu, on se dit, ok, j'ai lu une dictée à Clichy-sous-Bois, elle était structurée, on a eu une 50aine de personnes, on va réitérer, on a le 31 août 2013, on a prévu de faire une dictée le 31 août 2013 à Argenteuil, sur la dalle d'Argenteuil, on a prévu en octobre une dictée à Saint-Denis. Et donc l'idée, c'est qu'on va se céder pour ces deux projets. On met en place la première dictée et ça ne prend pas. Alors quand je dis ça ne prend pas, c'est en amont. On va voir les gens, on tracte, on utilise les méthodes de street marketing tout simplement, de communication pour éviter les anglicismes. Et pour le coup, on va à la rencontre des gens, des parents, des plus jeunes. Et on voit que ça ne prend pas. Donc on se dit, mince, j'avais activé mon réseau de médias, donc c'était
les télés, les radios, elles étaient friandes de se dire, ah bah tiens, rentrée des classes, on a un sujet. On a des types qui font une dictée dans des cités. En tout cas, dans des cités, et en l'occurrence, Argenteuil et Saint-Denis. On s'est dit, bah nous, on est plus malins. Comme j'ai fait 8 ans de presse, j'ai déjà organisé des concours, etc. On va aller mobiliser 40 personnes. Et pour ça, on va leur annoncer qu'on fait gagner une paire de Jordan. Donc, quand on a annoncé une paire de Jordan le samedi à 10h, je suis arrivé sur la dalle, tranquille, en me disant, il va y avoir 30 personnes, donc ça va être familial. En fait, j'avais une foule. J'avais 250 personnes. T'avais des mamans qui secouaient les enfants et qui disaient, t'as intérêt à gagner la paire de Jordan, comme ça me fait des économies. Je suis arrivé, première heure, ne jamais communiquer sur les lots, ça c'était une erreur, mais c'était la première. Deuxième erreur, c'est le choix du texte. J'avais pris un extrait de 300 mots des Trois Mousquetaires. Et avec du passé simple et de l'imparfait du subjonctif. Quand j'ai commencé à lire, mais j'avais même pas catégorisé les participants. Donc devant, j'avais que des CP, je le dis souvent, cette anecdote, je la raconte souvent. J'avais que des CP qui ne savaient pas écrire, qui rentraient en CP, qui savaient écrire juste leur prénom, qui étaient en sanglots. Et moi, j'ai joué entre eux. J'avais super chaud, donc j'étais en sueur, j'ai perdu 2 kilos. Entre lire un texte de 300 mots, les CP en sanglots, et les gens qui me disaient, tu vois, j'étais déréglé. Tu te souviens tout à l'heure quand j'étais la vision d'ensemble. Et là, je ne voyais c'était que du coup par coup. Et c'était horrible. Ça s'est bien passé. Mais ce projet, en fait, je me suis dit, purée, c'est incroyable. En fait, il y a eu 250 participants. Et j'ai eu quand même ce qu'on appelle un moment d'infini. Tu sais, quand tu te sens bien, tu te dis, il s'est passé quelque chose. Et on a réitéré un mois plus tard, à Saint-Denis, sans prendre un texte des Trois Mousquetaires. J'avais pris un extrait du Petit Prince. J'ai pas communiqué sur les lots. Et c'est là où le projet commence à s'articuler. Se dire, ah oui, d'accord, on peut mobiliser pareil, même audience. On peut mobiliser plus de 200 personnes pour une dictée. Et finalement, je pensais aux concerts. En fait, tu as des concerts, des fois, tu as 200, 300 personnes. Donc là, en fait, finalement, on peut mobiliser des publics de toute génération autour d'un exercice qui est une dictée. Et c'est comme ça que ça s'est structuré. Donc, le projet, au départ, encore une fois, c'est, tu vois, toujours cette dynamique de faire dans l'urgence, d'improviser, mais de l'improvisation, quand tu mets tes tripes, il y a une synergie, et c'est ce qui s'est passé en tout cas avec Abdella et les acteurs qui avaient participé à ce projet, il s'est passé quelque chose. Et de ce quelque chose, tu as eu la dictée des cités, on a fait ça ensemble pendant 5 ans. Alors on a fait, pour le coup, après ces 2 dictées, tous les acteurs associatifs de la France, de Strasbourg, de Lyon, de Marseille, de Lille nous ont contactés pour dire, ouais, j'avais déjà fait un tour de France dans le cadre du syndicat de la littérature, etc. Et pour le coup, tout le monde nous a contactés pour faire sa dictée. Et il y a eu un engouement et les dictées sont revenues à la mode. Donc, au départ, je ne fais pas ça en me disant, si tu veux, il n'y avait pas une ingénierie culturelle ou un besoin de rééquilibrer les inégalités. Ouais. C'était vraiment une dictée avec une inconscience totale. Mais heureusement, parce que si j'avais eu conscience de ce qu'est la dictée, des enjeux, de la pression sociale, de la maîtrise de l'écriture, je pense que je n'aurais jamais fait de dictée. Donc au départ, j'ai pas du tout de visibilité sur la dictée et dans quel contexte ou quelle histoire je m'embarque. Ouais. Ok, et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement. Est-ce que tu peux voir vraiment des impacts sociaux auprès de oui, c'est bien ça, impact social, c'est juste, auprès de ton public, évidemment. Et comment, en fait, justement, cette méthode de la dictée, donc par l'orthographe, alors peut-être c'est d'autres choses, tu nous diras, elle peut s'inscrire aussi dans une démarche d'éducation populaire. Bien sûr. Alors, ta question était assez juste tout à l'heure, mais je préférais t'expliquer le contexte parce que je voulais pas m'inventer une vie en disant je suis arrivé et tu sais, c'est des accidents qu'on construit des choses. Et là, c'était un malentendu. Aujourd'hui, clairement, en faisant toutes ces dictées, en analysant, en utilisant l'écriture, mais aussi bien dans le polar que dans le scénario, je me rends compte que les mots, ce que je dis aux plus jeunes, la semaine dernière, j'étais à Aulnay-sous-Bois avec des élèves, notamment des primaires, et je leur disais, les mots, sont des pouvoirs. Et le pouvoir des mots, c'est incroyable. Donc effectivement, on n'est pas à l'aise. Effectivement, on n'aime pas prendre la parole. On manque d'assurance. Mais en fait, il faut comprendre pour quelles raisons on n'est pas à l'aise, essayer de mettre des mots sur les émotions. Et à partir de là, on va élargir le champ des possibles. Donc aujourd'hui, concrètement, la confiance, l'épanouissement, en fait, tous ces mots qui sont en lien avec notre émancipation, mais qu'on part du plus bas au plus haut. Alors, quand je dis bas au plus haut, je parle du curseur, pas forcément du milieu social. Les mots sont essentiels. Aujourd'hui, on fait un podcast.
c'est grâce à la communication qu'on peut se retrouver ensemble, discuter et que les auditeurs sentent que ce qui est quand même... c'est pas du tout tendu, on est en train de parler de la culture, des mots, etc. Derrière, toute la préparation, elle se fait par les mots. Ce qui se passe au centre depuis 10 ans, c'est aussi les mots, en fait, finalement, que ce soit la pratique, l'écriture, le lettrage, j'imagine les familles, toutes les activités. Donc finalement, les mots, c'est un vecteur de communication. Ça, après, c'est pareil, c'est un propos que je répète tellement et que je vis aussi, qu'il est maîtrisé et qu'il se diffuse. La maîtrise des mots d'abord. La maîtrise de l'orthographe, c'est la maîtrise des mots. Ensuite, c'est quoi? C'est le lien social, c'est la communication, c'est l'accès à la culture, c'est l'insertion professionnelle, c'est le bien-être. Et aujourd'hui, clairement, de faire une dictée avec des ateliers en amont où tous les publics vont participer aux ateliers, ça peut être dans une classe, ça peut être des aînés, ça peut être des gens malades, atteints d'Alzheimer, ou ça peut être des publics dans des hôpitaux. Finalement, c'est d'animer autour des mots, d'imaginer collectivement une histoire et ensuite de faire une restitution. Alors la restitution, in fine, c'est on fait une dictée, mais en amont, de participer à l'atelier, de rigoler, parce qu'après, pareil, quand nous sommes plusieurs intervenants, on le fait sous le format de l'humour. Pareil, la structure, je dis souvent, la structure sur laquelle on va travailler, ça va être 3 actes. Acte 1, la situation initiale. Acte 2, les péripéties. Acte 3, la résolution. Si tu prends cette structure et tu la déploies dans ta lettre de motivation, dans ta projection, tu verras que cette structure, elle est universelle. Donc, c'est aussi donner des clés. Donc, la dictée, finalement, dans le parcours proposé, du début à la fin, c'est une médiation culturelle, tout simplement. Et la restitution de la dictée avec une dictée, tu as 3 paragraphes, donc ça s'arrête, tu as une étape pour les écoliers, une étape pour les collégiens, les lycéens, les adultes, font l'intégralité de la dictée avec une catégorie pour les personnes en apprentissage de la langue française et les personnes en situation de handicap. C'est hyper touchant quand tu as 150, 200, 300, 400 personnes qui applaudissent une personne en situation de handicap qui est lauréate. Donc, il y a aussi une dimension de solidarité. Donc, aujourd'hui, la dictée, c'est un outil d'inclusion, de divertissement, d'apprentissage. Et effectivement, je pense que les 10 années, elles étaient nécessaires pour arriver à ce stade de maturité. Aujourd'hui, oui, bien sûr, tu parlais d'impact, les impacts sociaux. L'impact social de la dictée, il est là. Il est là quand tu fais la restitution. Il y a 2 jours, j'étais à Saint-Quentin dans l'Aisne. Tu avais 200 personnes, tu avais des jeunes, des moins grands, beaucoup d'aînés, effectivement, parce que c'est le moment où tu te dis, tiens, je vais tester mon orthographe. Et puis, c'est un peu la Madeleine de Proust, la dictée pour les plus grands ou les aînés, pour pas dire les retraités, parce que c'est peut-être un peu péjoratif. C'est un impact social. Donc, effectivement, entre cette première dictée improvisée où tu gagnes ta paire de Jordan, et j'ai des enfants qui sont en pleurs, en sanglots, et aujourd'hui, c'est un outil que tout le monde s'approprie aussi. Tout le monde a conscience de ça. Et même dans le monde professionnel, j'ai mis en place la dictée géante du recrutement, où tu as une personne en recherche d'emploi qui fait une dictée à 2 mains avec un salarié d'une entreprise. Donc, tu peux imaginer plein de choses. Et l'impact social, il est bien réel. Et ça demandait après d'accompagner le projet, de voir son potentiel et de le faire grandir. Et là, je pense que oui, il est arrivé à ce stade de maturité, alors que je n'aurais même pas imaginé, honnêtement, que le projet puisse avoir cette dimension, prendre cette place. Ouais, en plus, on a bien aimé le fait que du coup, tu notes pas. Oui. Mais tu fais de l'autocorrection en groupe. Ça se passe comment du coup C'est un peu la petite... c'est dommage, je vais le dévoiler, mais c'est pas grave, je suis obligé d'aller au bout. L'autocorrection, en fait, au départ, quand on faisait la dictée des cités, on ramassait toutes les copies. Alors, la contrainte, c'est 2 choses. Tu as une partie, quand même, tu as une dimension pratique et il y a une dimension ludique. La dimension pratique, pour quelle raison? Parce que quand je faisais la dictée des cités, la dictée pour tous, on ramassait les copies, on corrigeait. Concrètement, il te fallait au moins 10 ou 20 correcteurs. Et les conditions de correction, c'était une correction éliminatoire. Et ensuite, va redistribuer tes 300 copies. Donc, tu devais mettre par catégorie, les gens arrivent, je cherche ma copie, si je suis écolier, collégien, lycéen, et les gens vont chercher leur copie. Pour quelle raison? Tout simplement parce que j'ai fait la dictée, je vais vérifier si j'ai bien été corrigé. Et peut-être que j'aurai mon cadeau. Donc, tu es sûr à tous les coups que les gens souhaitaient vérifier quand même leur copie, même s'ils savaient qu'ils s'étaient trompés, peu importe. Donc, les gens vont devoir récupérer leur copie. Donc, tout ça, en termes de logistique, déjà, ce n'était pas pratique. Deuxième retour,
j'ai fait la dictée, mais en fait, je n'ai rien appris. Il y a un côté ponctuel. Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, la correction collective, encore une fois, c'est parti d'un malentendu. Un soir, je vais à Romainville, on m'invite pour faire une dictée dans le cadre de la nuit de la lecture. Donc, Romainville en Seine-Saint-Denis. J'arrive et on m'avait dit qu'il y aurait 20 ou 30 participants. Parce que de toute façon, la nuit de la lecture, on n'est pas certain d'avoir une audience. J'arrive, je ne propose pas aux volontaires de la dictée géante de venir parce que de toute façon, 20 ou 30 participants, ça va me prendre à tout casser 25 minutes pour corriger. Je ramasserai toutes les copies. Et quand j'arrive, en fait, dans la salle, justement, qui est la même configuration, j'ai 250 participants. Et je vois une euphorie, mais je calcule déjà, je me dis, comment je vais corriger les 250 copies, en fait. J'ai pas 20 ou 30 personnes. Et je me suis dit, je vais improviser, je vais faire une correction collective. Et comme je faisais déjà de la radio à cette époque-là, j'avais déjà l'étymologie où dedans, dans le texte, tu avais des participes passés, tu avais du COD, du COI, des adjectifs de couleur invariable. Je suis revenu sur chacune des difficultés. Et les gens se sont auto-corrigés. Donc ça m'a évité de ramasser toutes les copies. Et j'étais seul. Et surtout, j'ai vu que les gens, à la fin, sont venus me remercier. Parce qu'en fait, ça avait débloqué le orange. Certains me disaient, tiens, orange, j'avais jamais compris. En fait, le fait que vous nous ayez dit, quand c'est un adjectif de couleur qui est un nom commun, ça devient un adjectif de couleur invariable. Donc, des petits conseils ou des retours de correction. Et les gens étaient vraiment enthousiastes. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je garde ce format. Et c'est comme ça que je suis parti sur c'est pas une autocorrection, je fais la correction et toi, tu vas souligner tes horaires au stylo vert, pas rouge, comme ça, c'est pas trop dur. Et la note, c'est pas la peine. En fait, la note, si tu mets une note, ça va te mettre une pression parce qu'en fait, quand je vais faire le décompte qui a fait 0 erreur, 1 erreur, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est beaucoup plus doux. Là, qui a 20, qui a 19, qui a 18, et quand j'arrive à un 9 ou un 5 ou un 0, c'est un peu humiliant, ça renvoie à l'école. Donc, la note, effectivement, c'était de sortir du cadre scolaire. Mais la correction collective, ça te permet d'avoir... c'est une forme d'apprentissage ludique. Et pour le coup, quand tu donnes les mémos techniques, je fais participer les plus petits. Tu vois, je vais toujours faire un clin d'œil, un petit, j'ai un « et », les homophones. Est-ce que c'est l'adverbe ou ou le verbe? Le petit va me dire, tu remplaces par « était ». Et ça le fait participer les contents. Ou pareil pour la préposition « à ». Donc, c'est une manière, en plus, de faire du participatif, même à l'intérieur de la dictée. Donc, voilà la raison de le format, en tout cas, cette évolution, et qui change totalement. Et pour le coup, c'est vrai que l'animation n'est pas donnée à tout le monde. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il faut savoir négocier. Je vais dire souvent, moi, je les appelle les justiciers de l'orthographe. Tu as toujours un justicier ou une justicière de l'orthographe qui va venir et qui va essayer de te chambouler. La dernière fois, c'était sac à patates. Une course de sac de patates ou sac à patates. Et c'était, mais patates, on peut le mettre au pluriel ou au singulier. Non, c'était le sac qui se mettait au pluriel ou au singulier. Et il faut avoir la pédagogie et la souplesse de pouvoir dire aux gens, non, on va rester sur cette orthographe, même si la réforme, elle a accepté, mais moi, je vais arbitrer. Donc, tu vois, il y a la correction collective, il y a aussi un côté monsieur loyal, où tu dois être assez fin pour permettre aux gens d'être d'accord. Et donc, c'est l'animation. Et le moment le plus fort de la dictée, c'est la correction collective. Parce que c'est là où tu as une interaction, où les gens vont réagir et toi, après, tu dois avoir de la répartie pour les faire rigoler, mais en même temps, leur apprendre quelque chose. Ok. Trop bien. Oui. Au travers un petit peu de ce parcours, des nombreux interviews, entretiens qu'il y a eu autour de ta carrière et de tes différentes expériences, on voit que les médias se sont petit à petit intéressés à ton action et que tu étais souvent au début aussi l'initiative qui était faite dans les quartiers populaires a forcément interrogé une société à une époque où ces liens justement avec ces quartiers populaires se tendaient de plus en plus et avec aussi, puisqu'on évoquait aussi la culture hip-hop, peut-être aussi toujours la peur de l'artiste ou de l'autre de trahir quelque part une cause
chose et un milieu de laquelle il est originaire, et aussi la crainte, au travers d'une expérience d'éducation populaire, de la récupération qui très vite en France ou ailleurs peut arriver par le biais des médias, des politiques ou autres, au travers d'une expérience venue du terrain, de quelqu'un qui en est issu et dont les résultats sont quelque part observables et positifs, avec tout ce qu'on peut craindre. Est-ce que pour toi, justement, cette question de l'authenticité qu'il y a aussi dans le hip-hop, mais qui, comme tu le disais aussi, part certainement aussi au départ dans ta construction aussi d'une stratégie marketing, d'une stratégie aussi, mais qui est finalement très liée à ton histoire et à tout ce qu'il y a de personnel autour de cette idée de la dictée et de tout ce qu'elle a d'intime dans la question des mots et du rapport aux personnes et aussi de l'intégration des personnes, puisqu'on évoquait les quartiers populaires. Et on remarque dans tout ça qu'il y a eu une volonté peut-être de ta part ou par la force des choses, d'une part par le succès, tu l'évoquais tout à l'heure, de l'entreprise qui t'a amené à la rendre plus large que les simples quartiers populaires, mais est-ce que c'était aussi une volonté pour toi de ne pas être en fait enfermé dans une sorte de carcan par d'autres? Et comme c'est une expérience qui passe beaucoup aussi par son analyse, dans le lien avec la façon dont tu interroges dessus, et aussi toute cette réflexion au long cours qui t'amène aujourd'hui, proche de la cinquantaine, à en parler beaucoup, ce qui permet aussi de continuer à affiner cette réflexion sur les mots, sur l'intégration, sur cet exercice spécifiquement français. Quel recul tu portes un peu sur tout ça, et cette idée aussi, de cette vision qu'a la société, et peut-être ce côté élitiste, et comment la société peut-être plus aisée va s'intéresser à comment tu t'es saisi de cet outil, qui était quelque part un outil qui séparait, qui marquait aussi la société, la différence entre bourgeois et classe populaire. Et toi, issu d'ailleurs, et dont les mots constituent aussi une histoire familiale, une quête d'intégration, voilà. Quelle réflexion ça t'amène sur tout ça, ce rapport à la société française, à l'intégration et aux médias, et comment ils saisissent des initiatives venues des quartiers populaires? Je ne sais pas si c'est une question très simple. Non, elle est claire. Après, il y a beaucoup de choses dedans, mais j'ai bien compris. D'abord, l'appartenance. Pour l'anecdote, quand je suis passé du magazine, le magazine, pendant 8 ans, tu sais, dans mon imaginaire, la banlieue, c'était comme Astérix et Obélix. C'était une résistance, et la banlieue, c'était une identité. Et donc, forcément, quand tu dis... Là, aujourd'hui, je n'utilise pas le terme la banlieue, mais je te le dis le regard à l'époque, c'est la banlieue, la cité, et mon territoire, c'était la Seine-Saint-Denis. Donc, forcément, c'est une identité très forte et que tu es fier de porter, à l'inverse de te dire j'ai honte de venir de là, en fait, finalement. Tu l'utilises, c'est ton identité, t'en es fier, parce qu'en plus, en même temps, ça te demande beaucoup de ressources. Donc, quand je suis arrivé avec mes romans, quand je faisais le magazine, déjà, ça, c'est une identité, elle était assumée. J'étais à Saint-Denis, j'étais dans un quartier au Franc-Moisin, et le magazine était fait là-bas, donc j'étais super content. Tu vois, il y avait un peu le côté ce clin d'œil. Et quand je suis avec les romans, tout à l'heure, Sarah, tu disais le Victor Hugo du ghetto. C'est des potes qui m'appelaient comme ça, parce que, tu sais, ils disaient, mais en fait, il n'y a pas de perspective avec ce truc, t'es perché, tu vois, c'était une chambrette au départ. Et le 93, il faut savoir que mes premières campagnes d'affichage sauvage, c'était le 93 a enfin son premier roman noir. Donc, c'était, en gros, le polar, il arrive, boum, c'est un truc sombre, et c'était assumé. Et donc, pour le coup, je ne peux pas te dire que j'avais honte du 93, puisque c'était un étendard quelque part. Et cet étendard, il était assumé. Et dans mes romans, c'est des jeunes qui parlaient, ce sont des personnages, donc ils parlaient en verlan, ça parle en arabe, mais quand ils sont en détention ou quel que soit l'environnement, j'essayais de faire du réalisme. Donc c'était revendiqué et assumé. Et je pense qu'au départ, les médias étaient surpris parce que je l'assumais. J'étais pas du tout... habituellement, tu sais, il y a toujours un truc d'assignation où quand tu parles de la banlieue, faut en parler en bien parce que ça se fait pas. Je faisais du polar, ça tue, ça deal, que des trucs vraiment violents, pour pas reprendre l'expression de jeune en disant que du sale. Et là, les médias étaient pris à contre-pied parce qu'en fait, t'as toujours un truc de ouais, vous en parlez en bien. Si vous faites de l'angélisme, vous en parlez en mal, vous salissez la banlieue. Ouais, c'est un genre.
mon propos était clair. Donc, tu pouvais pas me prendre à contre-pied. Et je sais de la fiction, mais c'est du réalisme. Donc, je ne raconte pas une vérité. Il y avait aussi ce truc de mettre le marqueur sur... on a le droit de faire du narratif et de faire du polar, etc. Donc, ça a été très bien accueilli. Et par les gens, j'ai jamais eu de problème. Là où, si j'avais fait un essai en parlant de la banlieue ou de croyances ou quoi, bah forcément, ça va diviser parce que les gens vont se dire non, c'est vrai ou pas vrai. Là, c'est du polar, c'est mon univers. Tu veux venir dans mon univers, t'es le bienvenu. Tu veux pas venir, il n'y a pas de problème. Donc, c'était très clair. Et ensuite, quand j'ai évolué, j'ai même abusé parce qu'en fait, c'était que ça et je voulais pas en sortir. Et je vais vous raconter une anecdote incroyable. Ce week-end, je suis parti à Londres faire une dictée. Et j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, donc j'ai eu plusieurs boulots, notamment j'ai bossé au Ritz. Quand je suis rentré au Ritz, j'étais ce qu'on appelle navette. Navette, c'est un mec qui a un plateau, t'as un nœud papillon, t'as une veste et tu fais les retours entre l'office du bar Hemingway, donc t'as la cuisine avec les chefs qui préparent les trucs, et les gens un peu qui voulaient un peu s'afficher, aller au bar Hemingway, puis tu pouvais pas rendre un club sandwich si tu voulais pas passer au restaurant l'Espadon. Et donc, je faisais la navette. Et un jour, je tombe sur un type, un directeur du restaurant, qui me dit comment tu t'appelles? Je lui dis Santaxi. Et je repasse, il me dit mais t'es de Marrakech? Je lui dis ouais. Il me dit j'ai travaillé à la Mamounia avec. Il a travaillé avec un de mes oncles. Donc, il me dit tu enlèves ta veste, tu vas venir chez moi. Tu vas faire les petits déjeuners. Et je finis en salle. Et donc, je travaillais au Ritz pendant 3 ans. Et tous les dimanches, t'avais un prince qui venait. Et en fait, parce que tu sers toujours par la droite, etc., il y a des codes, le gars m'aimait bien. Et un jour, il a demandé au maître d'hôtel si je voulais être formé et aller à Londres. Et j'avais un peu plus de la vingtaine. Je faisais ça en parle de l'école. Et après, j'ai continué un petit peu. Et quand on m'a dit, tu vas aller à Londres, j'ai dit, quoi? Je vais quitter le 93, mais jamais de la vie. Et quand je suis parti ce week-end à Londres, je disais à ma femme, tu imagines la mentalité quand même. Je voulais pas quitter le 93. Et je me dis, c'est un truc de ouf parce que j'ai pas quitté le 93. Et c'est comme si ce territoire, je savais qu'en fait, tout allait se faire là. Je ne le savais pas du tout. J'avais ce truc de le 93, c'est chez toi. Et c'est comme si, c'est pas un match de foot, mais t'es là, t'es sur un territoire, pour ne pas dire un terrain, et tu veux pas le quitter. Alors que je te dis pas, quand je dis terrain, j'ai pas eu de problème. J'ai toujours bossé, etc. J'ai pas été confronté à la délinquance ou dérive, pas du tout. Mais le 93, c'était mon territoire et je voulais pas le lâcher. Et quand je me suis retrouvé à Londres, je me suis dit, c'est un truc de ouf parce que en réalité, il y a un mec qui m'a proposé une opportunité. Je l'ai refusé pour pas quitter le 93. Je suis quand même taré. Et finalement, quand je regarde aujourd'hui l'histoire, d'avoir écrit des polars sur le 93, d'avoir fait mes premières dictées quand même parce que j'ai parlé d'Argenteuil, mais c'est Clichy-sous-Bois et c'est Saint-Denis aussi où j'ai eu plein de records. Tu vois, le 93, pour moi, c'est un personnage de ma vie à qui que je ne pouvais pas trahir. Pas trahir, ça veut dire aller quand on sort du genre polar, le 93, c'est un village, on se connaît tous. Oui, c'est dense. Oui, il y a des drames, mais il y a des personnes qui enseignent, des personnes humaines. Il y a plein de choses, en fait. C'est hyper vivant. Et ça, moi, je l'ai jamais... ça a toujours été là. Donc, aujourd'hui, le regard que j'ai par rapport à ce territoire, c'est un territoire qui m'a permis, moi, comme d'autres gens, j'imagine, d'avoir un vrai lien et une véritable histoire et de faire, finalement, de construire quelque chose. Là où on t'aurait dit, ou d'autres te diraient, purée, mais pourquoi tu t'es pas barré à Londres, faire une carrière dans l'hôtellerie, etc. Non, en fait, je sais pas, quelque chose me tenait ici et je voulais pas lâcher ce département. Et pourtant, je l'avais déjà quitté à 2 reprises, j'ai vécu à Levallois un peu et dans le 15e, et je suis toujours revenu là. Il y a comme un cordon. Et pour le coup, donc déjà effectivement, je pense que l'appartenance, je parle du 93, mais ça aurait pu être une région, un village, tout ce que tu veux, où tu grandis et que tu portes dans ton cœur et dans tout ce que tu fais, dans tes tripes. Donc, ça a été clairement quelque chose que j'ai porté et que je n'ai jamais lâché et dont je n'ai jamais eu honte. Et finalement, d'un côté marketing, parce que forcément, tu 93, c'est tu Estampille, 93, son premier roman, etc., etc., c'est devenu ma marque de fabrique. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce côté-là parce qu'en fait, je disais pour rigoler, grâce à mes romans, j'ai commencé à bouger de mon département, bien qu'on soit limitrophe à Paris et que Paris, je connais Paris et je pense très bien Paris.
j'ai commencé à bouger de la région parisienne grâce à mes romans. Et quand j'ai commencé à aller dans des villes, parce que moi, c'était le 93 et le Maroc, c'était les seules destinations, j'étais très limité. Quand j'ai commencé à bouger, j'ai découvert la France, j'ai découvert d'autres problématiques et qui sont finalement les mêmes. Et ça a ouvert ma vision, en fait. Tout à l'heure, je parlais de champ de vision. Mais elle est complètement différente. Tu te rends compte qu'il n'y a pas que le 93 dans la vie. Bien qu'avant, je pensais qu'il n'y avait que le 93 dans la vie. Tu vois, c'était quand je te parlais du petit village et la banlieue aussi. Tu as des problèmes dans les milieux ruraux. Tu n'as pas les transports. Tu attends 1 heure et je suis gentil. Ou alors tu as 2 bus qui passent dans la journée. Et puis tu as de la misère aussi. Et puis tu as des dangers. Donc, c'est ce rapport au territoire, c'est mon identité. Mais cette identité, elle m'a permis aussi aujourd'hui de toucher plein de gens. Je ne l'ai jamais oublié. J'habite toujours à Saint-Denis et j'y vis très bien. Mais pour le coup, ça m'a ouvert à d'autres choses. Et te rendre compte que on a tous les mêmes problématiques. Ça va être des problématiques universelles. C'est de se construire. Je parlais du parcours scolaire tout à l'heure. Être aimé, mais être aimé, c'est large. C'est aussi bien, ça peut être d'un point de vue personnel, l'être aimé comme la reconnaissance de tes parents, des enseignants, de tes amis, de tout ce que tu veux. C'est assez large. De se construire, de voyager. Et voyager, ça peut être à travers la culture, ça peut être de manière aussi concrète, pouvoir bouger, la mobilité. Donc, c'est tout ça. Donc oui, quand mon regard au départ, il est très fermé, mais je pense que ce regard très fermé, c'était je pense que je couvais ce truc-là. Et que ça a donné aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus universel. Et quand je porte la dictée, c'est pas une réponse à des élites. Les élites, je les ai côtoyées au Ritz quand j'avais 21, 22 ans, t'imagines. Et que je racontais même pas à mes potes. Je leur disais, je travaille quelque part, mais je leur disais pas, je travaillais à Place Vendôme, je croise Stallone, je croise Schwarzenegger, il y a Naomi Campbell, etc., parce qu'ils m'auraient pris pour un mytho d'une. Mais tu côtoyais des gens. Le langage en hôtellerie, forcément, tu vois, t'arrives déjà, t'es bien habillé, le langage, il est soigné, etc. Donc, j'ai eu cette chance aussi, tu vois. Et la langue, mais ça avait déjà commencé même avec mon père, mais la langue, elle m'a permis de ne pas avoir il n'y avait pas de nous contre eux, même si je savais d'où je venais et que j'allais jamais devenir client au Ritz. Mais tu vois, j'avais cette mobilité et grâce à des rencontres à d'autres gens, j'imaginais pas que t'étais... je ne me limitais pas, en tout cas. J'avais une mobilité aussi culturelle, une curiosité. Mais tout en ayant ce truc de ne pas bouger de chez moi, entre guillemets. Donc, ça... Et j'ai jamais eu, tu vois, d'opposition aussi avec les gens des autres milieux sociaux. En fait, je me suis toujours dit, plus jeune, quand je faisais le magazine, j'ai rencontré des gens qui étaient fortunés, mais qui s'intéressaient à la culture hip-hop, parce que la culture hip-hop, elle a cette spécificité. Elle a réuni des générations, mais des générations pas toutes qui venaient de la périphérie. Tu as des gens qui aimaient la culture hip-hop pour sa musique et qui venaient de milieux plus confortables. Et j'ai déjà rencontré des gens, en fait, finalement, qui avaient un problème. C'était eux qui venaient d'un milieu plus confortable, voulaient exister, non pas par leurs parents, mais par eux-mêmes. Et nous, c'est l'inverse. Tu dis, tu fantasmes les gens qui ont les moyens parce que tu te dis, waouh, ils sont heureux, ils ont de l'argent. Non, en fait, pas du tout. L'argent, c'est pas une finalité. Et quand je rencontrais ces gens-là, ça me montrait aussi des problématiques qu'on n'imagine pas. C'est pas, quand tu viens d'un milieu social, en fait, ce sont les moyens, on parlait d'éducation, l'accès à l'éducation, l'épanouissement, l'équilibre aussi psychique, qui sont importants. Et après, quand tu as tout ça, tout est aligné, tu peux aller partout. Et c'est pas du tout une histoire en tout cas d'argent, tu vois, la richesse, la fortune, le million, tous les fantasmes. C'est vraiment un équilibre. Après, aujourd'hui, je te parle de mon âge, mais évidemment, quand je faisais le magazine, je vais péter le million. Tu vois, tu as tous les fantasmes et tous les travers possibles. Donc, pour répondre à ta question qui englobait le territoire reste mon territoire. Et j'y ai fait mes armes et j'ai kiffé et c'est mortel. Les milieux, c'est une forme de médiation, ce que je fais à travers la langue française. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je le disais, quand tu introduisais les différents milieux touchés par la dictée, ça peut être Sciences Po, ça peut être en détention, ça peut être l'école, peu importe. Et finalement, c'est universel. Et ça, ce travail, j'allais dire, cette mission autour les missions, mais tu vois, je pensais aux missions, pas forcément le côté... les missions autour de la dictée, c'est un peu ça. Donc, ton territoire t'en vient, mais les gens, ce qu'ils regardent, c'est ton expression, c'est ta vision. Donc, ma vision, je pense qu'elle est universelle. Les gens que je vais rencontrer, j'ai pas de jugement vis-à-vis d'eux. Chacun a son histoire et on va s'enrichir les uns les autres.
Et voilà. Et à partir de là, je pense que tu es assez en phase. Après, ça n'empêche pas. Tu vas rencontrer des gens qui vont être bornés, tu vas être des gens qui sont fermés, des gens qui sont en tension. Mais l'objectif, c'est de les soigner aussi. Par l'exemplarité, par le projet, par l'attitude, par l'ouverture, par l'écoute. J'espère que j'ai encore pas fait du Vandame, ça va? Non, Okay. au contraire. Bah, écoute, Merci beaucoup Rachid d'avoir partagé avec nous ton histoire et tout cet engagement. Je pense que là, on a bien un peu un témoignage de parcours d'éducation populaire dans lequel tu as évolué et qui t'a amené par ailleurs à œuvrer toi-même désormais par le biais d'un exercice qui aurait pu, à une époque... on pouvait imaginer que ça séparait plutôt les gens et désormais tu l'as repris à l'inverse pour rassembler quoi et fédérer. Donc c'est super de t'avoir un petit peu avec nous à ses côtés. On est très émus. Merci pour ce partage. Merci. On voulait terminer un peu cette rencontre de façon un petit peu plus dynamique et pour coller à cette nouvelle génération avide d'instantané, avec un petit format, un petit peu de questions mitraillettes, histoire de finir sur une note un petit peu comique. Et puis, pour rentrer un peu davantage encore son univers, on n'attend pas de développement, on est pas mal rentré dans les détails, donc tu peux y aller succinctement avec une réponse. On va la jouer avec une petite série de questions. Alors, et tu peux répondre vraiment succinctement, sans t'expliquer davantage. Si tu étais une série. Une série Gomorrah. Un plat. Ah, trop facile. Un kefta. Tagine kefta. Tagine kefta. Un sportif. Ah là là. Aïe. Je pense, j'en ai un pendant longtemps, mais c'est peut-être plus lui maintenant. Allez, Souleymane Sissoko. C'est Souleymane Sissoko. J'avais un autre sportif en tête, mais je vais donner Souleymane Sissoko. Ok. Un album de musique. Un album de musique. Alors, à contre-pied, un album de musique. Ah, mince. Je pensais à un album je voulais faire le Lover, K-Sweet, mais je me rappelle plus s'il y a le titre Gallop on It dedans. Horrible. Je me rappelle plus c'est un album de K-Sweet et il y a le titre Gallop on It et il date de 1994. Ok. Et une valeur. Une valeur. La fraternité. Et pour terminer, un pays. Un pays? Ah purée, là c'est trop facile. Ça fait très cocorico si je dis ça, mais je dirais la France. Ok. Je développe quand même, parce que la France, on fait beaucoup de bashing sur la France, alors qu'en réalité, alors évidemment que c'est un pays avec, surtout là on le voit avec des clivages, des choses et tout, mais ça reste quand même un pays, pour ma part, je trouve que c'est avec le recul et tout, hein, c'est incroyable. Incroyable. Ben, c'était la première des KSW Stories avec Rachid Santaki. Merci à Sarah, merci à QG Prod, merci à Camille et Saïd dans la régie. Et ben voilà, c'était la première. Bonne journée à tous. Merci.